Vous connaissez Phil ? Phil est américain. Il a 35 ans, il vit dans une petite ville du Michigan avec sa femme Kate et leur fille de 8 ans, Jenny. Ce que Jenny aime plus que tout, c'est quand Phil lui fait des crêpes le mercredi après-midi. Tous les mercredis, après l'école, Phil se met en cuisine et prépare la pâte. D'abord les œufs, puis la farine, le lait. Il la laisse reposer pendant 1 heure, le temps de regarder un dessin animé avec Jenny. C'est le rituel du mercredi, et il sait que ça rend sa fille heureuse. Mais ce mercredi-là, Phil n'arrive pas à regarder le dessin animé. Il n'arrête pas de penser à cette vidéo Facebook qu'il a vue le matin sur Hillary Clinton. Alors il retourne sur l'application pour la regarder de nouveau. Phil, il n'est pas du genre à s'intéresser passionnément à la politique. Il vote bien sûr, comme tout citoyen responsable, mais il ne suit pas tous les débats, il ne regarde pas tous les meetings. Pour lui, la politique, c'est souvent beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Sauf que là, nous sommes en 2016, et comme tous les Américains, Phil sait que l'élection présidentielle approche. Les 2 candidats sont Trump et Clinton. 2 candidats que tout oppose. Une campagne agressive, des médias en ébullition, le vote est pendant 15 jours. Mais Phil, il sait pas encore pour qui il va voter. Mais il se dit qu'il est temps de faire un choix éclairé. Et quand il regarde Jenny, il se dit qu'en fait c'est simple, c'est pour elle qu'il vote. Le dessin animé terminé, Jenny rejoint Phil en cuisine et se précipite pour manger une crêpe chaude. Elle est si pressée qu'elle se brûle un peu la langue. Mais les crêpes sont délicieuses comme à chaque fois. La poêle commence à s'abîmer. Phil décide de commander en ligne une nouvelle poêle à crêpes. Il recherche rapidement sur Google « meilleure poêle à crêpes ». Il clique sur le premier lien, il en commande une immédiatement. Quelques secondes plus tard, une notification apparaît sur son téléphone. Sa banque le prévient d'une fraude en ligne qui sévit en ce moment, l'incitant à être prudent lorsqu'il commande sur des sites peu connus. Phil sourit. Il est rassuré de constater que sa banque veille sur lui. Phil lance Spotify pendant qu'il range la cuisine. L'application lui propose automatiquement une playlist intitulée « Chill Cooking ». La sélection musicale est parfaite, c'est exactement ce qu'il aime entendre. Ensuite, Phil retourne sur Facebook. Comme tout le monde, il scrolle son fil d'actualité, regarde des vidéos, commande des posts. Rien d'exceptionnel. Mais petit à petit, il tombe sur des vidéos critiques envers Hillary Clinton. Puis un article sur la façon dont son programme pourrait fragiliser l'économie américaine. Puis une autre vidéo évoquant les dangers de l'immigration, suivie d'une publicité parlant de la classe moyenne en difficulté, de la peur du chômage et des petites entreprises qui souffrent. Et à chaque fois, Phil clique. Il lit, il regarde. Ces contenus confirment ses inquiétudes. Clinton est dangereuse pour l'économie du pays. Et plus il regarde, plus il a peur pour Jenny. Le soir, Phil se couche aux côtés de Kate, qui lit un livre. Lui, il scrolle à nouveau sur Facebook. Il veut montrer à sa femme les vidéos qu'il a vues, mais elle refuse. Elle a déjà son opinion. Pour elle, Clinton, c'est la solution. Phil insiste. Kate refuse. Elle s'agace. Frustré, Phil pose son téléphone et propose à Kate de regarder un film sur Netflix pour se détendre. Tiens, il y a justement un film d'anticipation que Kate voulait voir. Un film sur l'effondrement de la société après une catastrophe économique. C'est pas joyeux, mais Kate adore les films d'anticipation et la bande-annonce circule partout depuis plusieurs jours. Ils regardent alors le film depuis leur lit. Un film qui ne fait qu'alimenter les peurs de Phil après tout ce qu'il a vu aujourd'hui sur Facebook. Avant ce matin, Phil doutait. Maintenant, il est convaincu. Trump est la meilleure option pour protéger Jenny. Le jour du vote arrive. Phil monte dans la voiture avec Kate et Jenny pour aller voter. En chemin, ils croisent des travaux. Kate utilise alors le GPS pour emprunter la route la plus rapide, parce qu'après le vote, ils doivent aller déjeuner chez ses parents. Et elle veut pas être en retard. Phil dépose son bulletin dans l'urne, sûr de son choix, et son choix semble être celui de la majorité. Parce que quelques heures plus tard, le coup près tombe, c'est une victoire pour Trump. Phil est heureux. Son choix a gagné. Son choix. Son choix ? Vraiment ? 2 années passent. Jenny a maintenant 10 ans et Phil va comprendre qu'en réalité, derrière son choix, se cachait une manipulation scandaleuse qui allait éclater au grand jour. Nous sommes en 2018 quand Phil et le monde entier entendent parler de l'affaire Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, c'est une petite entreprise inconnue du grand public accusée d'avoir utilisé les données personnelles de 87 millions d'Américains pour influencer l'élection présidentielle. Elle aurait plus précisément exploité les données Facebook de ces millions de personnes. Phil comprend pas bien ce que cela signifie. Et surtout comment c'est possible. Comment influencer une élection à partir de données personnelles ? Ça n'a pas de sens. Son vote était réfléchi et en cohérence avec ses convictions. De quelle manipulation on parle au juste ? Alors Phil creuse. Il veut comprendre. Il suit l'affaire, il lit les articles de journaux, les informations et il découvre qu'à cause d'une simple application installée par ses amis, pas par lui, mais par ses amis, Cambridge Analytica a récupéré ces données.
âge, métier, centre d'intérêt, opinion, recherche Google, habitudes d'achat, préférences musicales sur Spotify, même les films qu'il aime regarder sur Netflix. Et à partir de ces informations, Cambridge Analytica a créé un profil psychologique détaillé sur lui. À partir de tous ces éléments, il savait exactement quoi montrer à Phil, exactement quels mots, quelles images, quelles émotions pouvaient influencer son choix, son vote en faveur de Trump. Phil a du mal à y croire, car il n'a jamais reçu d'ordre. On lui a jamais dit « vote pour Trump ». Non, on lui a simplement montré ce qu'il avait besoin de voir pour qu'il prenne cette décision lui-même. On lui a présenté des contenus parfaitement adaptés pour exacerber ses craintes, pour orienter discrètement et efficacement sa décision. Une manipulation invisible, discrète, redoutable. Phil se sent mal. Lui qui pensait avoir fait un choix éclairé, il découvre qu'en réalité, comme 87 millions d'Américains, Facebook lui a envoyé des vidéos et des articles qui venaient précisément appuyer sur ses peurs, qui venaient induire dans son esprit que le danger, c'était Clinton et le sauveur, Trump. La première chose que se dit Phil, c'est « qui a fait ça ?» Cambridge Analytica, ok, mais c'est qui derrière ce procédé pervers? Qui savait de quoi il avait peur? Qui a su quoi lui mettre comme vidéo et comme article à disposition? Qui? La réponse tient en un seul mot, un algorithme. Ce mot, il l'entend partout, sur les réseaux, à la télé, dans les discussions, comme une sorte d'entité mystérieuse qui décide de ce qu'il voit, de ce qu'il cherche, de ce qu'il aime. Mais comment est-ce qu'un algorithme peut avoir le pouvoir indécent de décider pour nous, de décider de ce que nous devons décider? Avec cette histoire, je me pose une question. Est-ce que moi aussi je suis Phil? Est-ce que nous sommes tous des Phil, influencés, manipulés au quotidien par tous les algorithmes? Phil veut une réponse, moi aussi. Mais pour ça, je dois comprendre une chose fondamentale. C'est quoi un algorithme? Comment ça fonctionne exactement? Alors j'ai cherché qui avait inventé le premier algorithme, la notion même d'algorithme. Vous avez vu ça? Google me fait des suggestions de fin de phrase. Ça, par exemple, je parie que c'est un algorithme. Je continue ma recherche et je tombe sur Euclide. 300 ans avant Jésus-Christ, ça remonte à si longtemps? L'algorithme d'Euclide date de l'Antiquité grecque et c'est l'un des plus vieux connus à ce jour. C'est une méthode pour trouver le plus grand diviseur entre deux nombres. Mais le mot algorithme, lui, a été inventé au 9e siècle par ce mathématicien. C'est lui qui a posé les bases de l'algèbre et qui a introduit des méthodes de calcul qui sont encore utilisées aujourd'hui. Et puis, il y avait aussi les Babyloniens qui savaient résoudre des équations bien avant l'ère moderne. Et même avant cette ère, il y avait des techniques mathématiques avancées gravées sur des tablettes d'argile. Sans parler des Chinois qui avaient mis au point des méthodes algorithmiques sophistiquées pour manipuler des systèmes d'équations linéaires. Waouh! Autrement dit, bien avant les ordinateurs, bien avant qu'on parle de mathématiques modernes, des civilisations avaient déjà trouvé des moyens précis, logiques, presque programmés pour résoudre des problèmes mathématiques complexes. En attendant, ça ne me dit pas comment un réseau social comme Facebook a pu influencer Phil au point de rentrer dans son esprit. C'est là que je découvre qu'en plus de l'algorithme mathématique, en découle l'algorithme informatique. C'est celui que vous et moi, on utilise chaque jour, celui qui vous a conduit jusqu'à cette vidéo et qui vous invite à scroller des heures sur les réseaux sociaux. Et celui-là d'algorithme, c'est qui l'a créé? Ada Lovelace. C'est celle qui a permis à Facebook d'entrer dans l'esprit de Phil. Ada Lovelace, c'était une mathématicienne britannique et la fille du poète Lord Byron. En travaillant avec Charles Babbage sur sa machine analytique, une sorte d'ancêtre de l'ordinateur, elle a conçu le premier programme informatique avec un algorithme qui permettait de faire fonctionner cette machine pour calculer les nombres de Bernoulli. Les nombres de Bernoulli, c'est quoi ça? Ces nombres, ils ont été découverts par Jacob Bernoulli au XVIIe siècle. Il cherchait à comprendre comment additionner des puissances de nombres entiers et il a trouvé une structure répétitive dans ses calculs. En vrai, j'y comprends pas grand-chose. Mais ce que je sais, c'est que ça ressemble à ça. Ouais, c'est des chiffres, quoi. À moins d'être mathématicien, ça nous parle pas vraiment. Bon, donc là, j'ai une mathématicienne du 19e siècle qui a créé le tout premier algorithme informatique de l'histoire avant même l'existence des ordinateurs. Ça commence à être un peu dingue, cette histoire. Et puis au XXe siècle, avec l'invention des ordinateurs, les algorithmes sont devenus plus puissants, plus rapides, au point qu'aujourd'hui, ils sont derrière toutes les applications, derrière chaque recherche, derrière chaque vidéo que tu regardes dans ton téléphone, dans tes recherches sur Internet, partout.
Mais malgré tout, je comprends pas. J'ai beau essayer de visualiser ce que c'est qu'un algorithme, il y a quelque chose qui m'échappe sur son fonctionnement, sur le rouage. Alors j'ai arrêté de chercher pendant quelques jours. J'ai abandonné l'idée de comprendre jusqu'à ce que je repense aux crêpes de fil. En fait, je n'y étais pas du tout. Je cherchais à comprendre quelque chose qui était sous mes yeux depuis le départ. La recette des crêpes de fil. C'est ça un algorithme, ni plus ni moins. C'est juste une méthode, une sorte de conduite, une suite d'instructions à suivre pour arriver à un résultat. C'est la recette des crêpes appliquée aux maths et à l'informatique, à plein de choses. Ok, donc là je tiens un truc. Ou en tout cas, ça au moins je peux le visualiser, je vois ce que c'est. Une recette suit chaque étape dans un ordre précis pour arriver au résultat attendu. Quand Phil fait des crêpes pour Jenny, il suit la recette dans le même ordre à chaque fois. Il casse des œufs, il ajoute la farine, le lait, il laisse reposer la pâte une heure. C'est ça la recette. Mais si Phil oublie un ingrédient, alors tout s'enraye et la recette est fichue. Donc un algorithme, c'est une succession d'étapes bien définies, réalisées dans un ordre précis, pour obtenir ce qu'on voulait avoir au départ. En premier, l'algorithme reçoit des données, c'est les ingrédients. Ensuite, il les traite, c'est la pâte qu'on fait cuire. Et ensuite, il fournit un résultat, c'est la crêpe que va manger Jenny. Et finalement, c'est la même chose pour l'application mathématique, comme l'addition de deux nombres. On entre des données, l'utilisateur saisit les deux nombres qu'il veut additionner. Traitement des données, on additionne les deux nombres. Résultat, l'addition s'affiche. Là, c'est très clair. Et en informatique, c'est pareil. Un algorithme est utilisé pour traiter des données en entrée et effectuer un ensemble d'opérations sur ces données et produire un résultat en sortie. C'est exactement ce que font les ordinateurs en permanence. Ok, prenons une recherche sur Google. En entrée, je tape une question dans la barre de recherche. Traitement, Google analyse le texte, cherche dans ses bases de données, applique des règles de pertinence. Il m'affiche les résultats les plus pertinents en quelques millisecondes. Là où ça devient fascinant, c'est quand on réalise que les algorithmes sont partout dans nos vies numériques. Sur n'importe quel réseau social, sur Amazon, sur un site d'achat, sur Netflix, sur Google Maps pour calculer le meilleur itinéraire, sur Spotify pour te dire quoi écouter comme musique, sur le GPS de ta voiture pour éviter les embouteillages, les banques pour détecter les fraudes, sur les assistants vocaux pour comprendre ta demande et mieux l'anticiper, sur les emails pour trier un petit peu les spams, tout, absolument tout fonctionne avec des algorithmes. Ce qui est encore plus fou, c'est que derrière chacun de ces usages, ce ne sont pas les mêmes algorithmes qui travaillent. Certains sont simples, voire répétitifs, comme par exemple ordonner une liste. D'autres sont extrêmement sophistiqués, capables de reconnaître un visage, d'optimiser un trajet en temps réel, ou même d'apprendre de nos comportements, et ils travaillent tous ensemble sans relâche. Mais qui sont-ils et comment est-ce qu'ils s'organisent ? Est-ce que c'est une fourmilière où chaque algorithme joue un rôle précis qui s'active en coulisses sans qu'on s'en rende compte ? Ou bien est-ce que c'est l'espace infini, une galaxie d'instructions en perpétuel mouvement où chaque algorithme gravite autour d'un objectif, créant un écosystème invisible et pourtant omniprésent ? Ou alors c'est un puits sans fond, un système qui s'auto-alimente, qui apprend, qui grandit et puis qui devient peut-être impossible à contrôler à la fin. Chaque algorithme est conçu pour un objectif précis et on peut le classer en différentes catégories selon sa fonction. Et puis quand on fouille un peu, quand on va à la rencontre du détail et de la précision, ça semble sans limite. Moi je repense à Phil, devant son écran télé, quand il voit le scandale Cambridge Analytica. Évidemment que l'esprit de Phil, il n'était pas inviolable par les algorithmes. Il y a succombé, on y a tous succombé. Quand Phil cherche une nouvelle poêle à crêpes sur Google et tape meilleure poêle à crêpes, Google lui propose des suggestions de fin de phrase. C'est un algorithme de recherche textuelle. Quand il valide la recherche, un algorithme de recherche analyse sa requête, la compare avec des milliards de pages web et lui propose les résultats les plus pertinents, ou ceux qui ont payé pour symboliser le fait d'être pertinent. Mais pour afficher ces résultats, encore faut-il qu'ils soient bien rangés. Sur Facebook, Phil scrolle son fil d'actualité sans se douter qu'un algorithme de tri a soigneusement sélectionné et ordonné chaque post en fonction de ses préférences, en fonction de ses interactions passées et en fonction de ce qui est susceptible de le captiver le plus longtemps possible. Et quelques secondes après avoir commandé sa poêle en ligne, Phil reçoit une notification de sa banque. Et là c'est pareil. Un algorithme de détection de fraude a analysé ses transactions et a détecté une activité suspecte.
Au cours de sa journée, plus Phil interagit avec des vidéos et des articles critiques envers Clinton, plus Facebook va lui en proposer d'autres. Il ne voit plus la diversité des opinions, il voit seulement ce qui confirme ses craintes. Et plus il clique, plus l'algorithme d'apprentissage automatique affine son profil et façonne ce qu'il voit. L'algorithme se dit « Phil veut voir ça, je vais lui en donner d'autres ». Quand Phil range la cuisine et lance Spotify, il découvre une playlist intitulée « Chill Cooking ». C'est la bonne playlist, c'est adapté à ses habitudes musicales. Même chose sur Netflix qui recommande à Phil et Kate un film d'anticipation pile dans leur centre d'intérêt. Un film qui en plus va venir renforcer ce que Phil a vu toute la journée sur Facebook, un algorithme de recommandation bien entraîné. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Kate a mis le GPS sur son téléphone pour éviter les embouteillages et arriver plus vite au bureau de vote? Un autre algorithme d'optimisation a calculé l'itinéraire le plus rapide en analysant les routes et la circulation en temps réel et en prenant en compte les trajets qu'il proposait à d'autres utilisateurs pour désengorger les routes. Phil ne le savait pas encore, mais toute la journée, à chaque instant, ces algorithmes travaillaient dans l'ombre, ajustaient, sélectionnaient, l'influençaient, et à la fin, son choix semblait être le sien. Mais seulement il semblait. Et là, je ne sais pas si ça me fait peur, ou si, au contraire, je me dis que tout ça est incroyable, sensationnel, parce que ça facilite tellement ma vie et toutes les tâches que je dois effectuer. Mais c'est là que ça devient troublant. Dans quelle mesure je suis coupable ? Ou plutôt non, dans quelle mesure est-ce que je suis responsable du fait que ces algorithmes soient si efficaces ? À chaque fois que je tape un mot sur Google, j'enclenche la première action. Je ne me pose pas de questions. Quand je clique sur une playlist recommandée, je nourris l'algorithme. Je lui donne une information précieuse, parce qu'avec cette information, il saura un peu plus qui je suis. Quand j'ai une interaction avec un post, je l'aide à mieux comprendre mes goûts, mes envies, mes comportements, quelque part. Est-ce que c'est pas moi qui suis en train de nourrir la bête ? Et si je vais plus loin, est-ce qu'au bout du compte, je ne deviens pas moi-même un algorithme ? Je répète les mêmes actions, encore et encore. J'alimente un système, je nourris la machine, et plus je la nourris, plus elle grandit. Plus elle grandit, plus elle m'observe, plus elle m'analyse. Elle apprend à me connaître mieux que moi-même. Elle sait ce que j'aime avant même que je le réalise. Elle anticipe mes choix, mes désirs, mes décisions. Un clic et elle ajuste son regard sur moi. Un like, elle affine son jugement. Une recherche, elle tisse un peu plus le fil de mon profil. Jusqu'à ce que quoi ? Qui contrôle qui ? Moi ? Elle ? Est-ce que les algorithmes me facilitent la vie ou est-ce qu'ils finissent par penser à ma place ? Est-ce qu'on devient nous-mêmes des équations ? Juste un amas de probabilités ? Une sorte de silhouette calculable dans un monde de prédictions mathématiques ? Ou pire, est-ce que nous sommes devenus des algorithmes ? Est-ce que moi, par exemple, si on suit la définition précise, je ne suis pas devenu un algorithme ? Je n'ai pas du tout envie de me poser cette question. J'ai plutôt peur de la réponse, parce qu'après tout, je suis né d'un algorithme, pas d'un programme informatique, mais l'algorithme de la vie, elle-même, mon ADN, ce code génétique qui me compose, c'est quoi ? C'est juste une suite d'instructions programmées pour me construire ? Pour me faire grandir, pour me faire fonctionner, mon corps, mon cerveau, mes instincts, tout suit une série de processus bien définis, optimisés par des millénaires d'évolution. Et si, en fin de compte, les algorithmes informatiques, c'était pas juste une réplique artificielle de ce que la nature fait déjà depuis toujours ? Attendez, je vais faire plus simple. Et si les algorithmes copiaient simplement ce que la nature fait depuis toujours ? L'ADN, par exemple, fonctionne comme un programme qui dicte le développement des êtres vivants, les lois de la physique, le mouvement des planètes, les schémas de croissance des plantes, le nombre de pétales que va avoir une marguerite. Tout cela obéit à des règles précises et prévisibles. Et si le premier à avoir créé un algorithme, c'était pas Euclide, ni Ada Lovelace ? Si le premier algorithme, c'était celui qui contenait les lois fondamentales de l'univers, le Big Bang, la singularité initiale. Et si le premier algorithme, c'était pas l'essence mathématique de toutes les lois de l'univers contenues dans l'information présente avant le Big Bang. Tout cela obéit à des règles précises, prévisibles, calculables aujourd'hui par l'être humain. Ok, là je vais trop loin. Ou pas d'ailleurs. En tout cas, c'est pas la peine que j'aille sur ce terrain parce que j'aurai pas de réponse. Je reprends. Est-ce que Phil et moi sommes des algorithmes ? L'algorithme, il est là, invisible, omniprésent,
Il classe, il trie, calcule, prédit, une mécanique parfaite, infaillible, froide. Il l'exécute sans douter, sans hésiter. Là où moi je perds du temps à choisir, lui il sait. Là où je m'interroge, lui il a déjà tranché. Il n'a pas d'émotion l'algorithme, pas d'état d'âme, pas de faille. Il est l'ordre absolu, la maîtrise, l'optimisation. Mais alors si tout est prédictible, elle est où ma liberté ? Est-ce que je suis encore maître de mes choix ? Est-ce que j'ai de véritables choix devant moi ? Ou alors je suis simplement un rouage dans une machine invisible qui décide à ma place ? Moi je crois que je suis un peu plus qu'un algorithme. Je crois que tous les fils de cette planète sont au-delà d'un simple rouage. L'algorithme, il cherche l'efficacité. Et moi je cherche le sens. Lui, il veut prévoir l'avenir. Moi je veux l'imaginer, le rêver, l'espérer. Lui, il veut l'exactitude. Moi je veux de l'inattendu. Nous sommes plus que des nombres. Nous sommes le chaos. Nous sommes l'intuition. Nous sommes le paradoxe et l'erreur magnifique. Nous sommes une étincelle imprévisible, un grain de sable qui enraye la machine. Alors oui, les algorithmes sont puissants. Mais nous, l'être humain, on est faillible. Être un humain, c'est embrasser l'inconnu. C'est défier le prévisible, l'exactitude. C'est l'éclat de verre sur le téléphone de Phil. C'est le lait qui est tombé et qui est renversé sur la table. C'est la chaussette perdue de Jenny, la crêpe brûlante qui brûle Jenny, la main crispée du naufragé dans le radeau de la méduse, la fissure sur le mur de la jeune fille à la perle de Vermeer. C'est la faute d'orthographe dans un texte, la rature sur un cahier, le nez cassé du sphinx de Gizeh, le pavé manquant qui nous fait trébucher, le grésillement d'un vieux vinyle, la note dissonante dans une symphonie de Beethoven, le faux raccord dans un film. Et Michel, t'avais vu ça ? L'ombre portée sur une scène de théâtre, le texte oublié d'un acteur qui va provoquer les applaudissements du public. Ce sont tous ces petits chaos qui nous rappellent que la perfection n'existe pas. Toutes ces choses qui nous rappellent que l'humain n'est pas une mécanique bien huilée, mais une faille, une brisure, une irrégularité qui donne tout son sens au chaos du monde. Nous sommes chaos et fulgurance, nous sommes imprévisibles, indomptables, l'accident dans l'équation, l'éclair dans l'obscurité. Nous sommes plus que des nombres, plus qu'un simple algorithme. Nous sommes libres. Et maintenant, à nous de le rester. Merci à vous d'être resté toute cette vidéo. Merci pour votre attention. À très bientôt. Ciao.